Cristiano, c'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. J'espère que vous m'entendez surtout très bien. C'est quand même le but d'une radio. On se retrouve pour une nouvelle émission ce soir du Campus Sport Club après ce merveilleux, toujours sublime générique. Est-ce que je m'en sens parce que j'ai fait ce générique? Oui, hein, on va pas se le cacher. Nouvelle émission ce soir pour parler sport ensemble jusque minuit pétante avec toujours entouré de superbes chroniqueurs. J'ai peut-être vous annoncer dans l'ordre d'apparition du soir. Du coup, j'en profite comme ça, j'évite de prendre Léo au dépourvu. Léo, comment tu vas? Ça va super content d'être là ce soir. Tout va très bien et puis c'est un plaisir. On va espérer que tout aille très bien, mais je ne doute pas que ta chronique va être excellente. Et, tu vois, tout de suite la fausse pression là que tu te prends. Ça va. Ouais, la petite pression. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Puis sinon, de toute façon, je te coupe le micro, puis je donne la parole aux autres. Il y a pas de souci. Ils sont. On va passer à l'autre tout seul du soir. C'est une private joke hein, ici. Bien sûr, vous n'êtes pas à Radio Campus Lille, mais si vous nous voyez dans l'état dans lequel on est avec nos micros, ça peut être très très rigolo. Le autre membre de l'équipe du soir, Noé. Comment tu vas, toi? Ça va très bien, toujours très content d'être là. Je dis ça comme si ça faisait 10 ans que j'étais là, pas du tout. Mais très impatient de faire cette émission. Je te souhaite d'être là pendant 10 ans. Écoute, j'espère aussi. Bon, par contre, il faudra peut-être à un moment donné faire d'autres choses, quoi. Mais j'espère pour toi, journalistiquement, que tu vises d'autres choses. Mais bon, je te le souhaite. Et pour finir, ils sont en équipe forcée, si je puis dire. Et a priori, vous m'entendez bien, parce que quand je tacle les gens, vous rigolez bien, donc c'est que ça se passe bien. Alexis et Tom, comment vous allez, messieurs? Bah, ça va super. Et toi, très content d'être là ce soir? Ouais. Ça va nickel, très content d'être là, ouais. Encore un mardi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro chacun votre tour, bien sûr. Mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour quelques instants. Oh là, c'est une belle. Vous connaissiez, hein? Absolument, pas du tout. Pas du tout. C'est la magie du Campus Sport Club. Pour attaquer cette émission, évidemment, on va pouvoir attaquer avec les résultats de Léo. Premier présenté, juste après ce petit jingle, et Léo qui va nous parler d'aventure, de voyage et de sport co, sport indie, enfin la totale. On commence à débriefer l'actualité sportive de la semaine avec les résultats du Campus Sport Club. Léo, tu vas pouvoir attaquer avec des événements qui sont survenus ce soir même. Et oui, ce soir, alors on avait de la Ligue des Champions féminine. Les matchs viennent de se terminer. Alors pas de club français ce soir, mais des clubs assez prestigieux avec le Bayern Munich. Le Bayern Munich est toujours en train de jouer et qui vient de terminer son match et qui l'emporte sur la pelouse du Wallengraf Football 3-0. Manchester City l'emporte lui face à Hammarby IF 2-0 également. Et puis plus tôt dans la journée, Arsenal a gagné 4-0 à l'extérieur face à la Juventus et le FC Barcelone s'est baladé en remportant 7-0 son match face à Bolton. En Euroleague, par contre, il y avait bien des clubs français ce soir. Alors Monaco s'est incliné sur sur son parquet face à Belgrade malgré les 20 points d'Eli Kobo. L'Asvel jouait, lui, sur le parquet de l'Olympiakos contre Evan Fournier, qui devient petit à petit une sorte de demi-dieu pour les Grecs. Ouais, après, il s'éclate. Le retour en Europe, il a l'air de bien le vivre, en tout cas. C'est énorme. Après sa purge en NBA, Evan Fournier se régale sur les parquets européens. Et donc, l'Asvel s'est incliné de justesse ce soir de 2 points 94-92. Ce soir également se jouait le Masters de Turin qui réunit les 8 meilleurs joueurs mondiaux, les Nitto ATP Finals.
Daniil Medvedev, qui avait totalement craqué face à Taylor Swift il y a 2 jours, a bien réagi contre Alex de Minaur aujourd'hui en s'imposant facilement 6-2, 6-4. Yannick Sinner est lui toujours en mode rouleau compresseur chez lui à Turin à domicile. Bon, lui aussi, c'est presque un demi-dieu là-bas. Facilement victorieux de Minaur il y a 2 jours. L'Italien vient de terminer son match face à Taylor Fritz et c'est une nouvelle fois imposé tranquillement 6-4, 6-4. Dans l'autre groupe, Alcaraz, toujours en délicatesse sur indoor, a été battu hier par Casper Ruud, 7-6, 6-1, et Zverev continue, lui, sur sa lancée de son succès à Paris en battant Rublev 6-4, 6-4. Les gars, le tournoi paraît assez ouvert. Zverev sort d'un grand Bercy, Sinner est à domicile, Medvedev, il peut surprendre. Vous voyez qui aller au bout? Honnêtement, Sinner, comme tu viens de le dire, il est à domicile, il a roulé sur tout le monde toute la saison. Le seul qui l'a battu cette année et qui l'a battu 3 fois, c'est Alcaraz. Donc, à part grande surprise, à part un Alcaraz qui revient en indoor et qui arrive à se qualifier, Sinner, il va gagner. Avec des supporters derrière lui, en plus. C'est ça. Ouais, ça peut marcher. Ce que les autres finalement ont, parce qu'à part Alcaraz, Sinner, on a du mal un peu. Il y a Zverev qui est monstrueux et qui sort d'un Bercy énorme. C'est vrai, Zverev. Après, c'est aussi sur dur où Alcaraz, on sent que c'est peut-être c'est pas la folie des grandeurs, et donc peut-être que Zverev. Est-ce que Zverev, Sinner peuvent ne se rencontrer qu'en finale? Ça va être la vraie question. Sur ce que du coup, ça peut nous réserver, je pense, la plus belle finale a priori sur le papier. Tout dépend de si Sinner et Zverev sont premiers. Si les deux ils sont premiers et qu'ils gagnent leur, du coup ils vont jouer, ils seront dans les demi-finales. Ils seront pas ils joueront pas contre. Et donc il faut qu'ils gagnent leur demi-finale, quoi. Ouais. Donc là l'objectif serait de chacun en tout cas de finir en tête du groupe. Et là on aura, on espère Alcaraz aussi sortir de ce groupe-là. Donc on pourrait avoir une demi-finale déjà excitante. Zverev, on va faire des pronos foireux. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les pronos foireux du CSC. Vous misez sur qui, vous? Parce qu'il y a jamais quelqu'un qui s'en sort depuis 3 saisons que j'essaye de faire des bons pronos. Il y en a 1 sur 15 qui passe. Donc toi, tu mets une pièce sur Sinner, de toute façon, Alexis. Tom, t'avais une pièce sur qui? J'aurais mis une pièce sur Alcaraz, mais c'est vrai que là, c'est une petite difficulté. Là, son dernier match a été compliqué, puis le fait qu'il soit malade, on sait pas trop, je sais pas là si c'est une actualité qui est apparue à ce sujet-là, mais c'est dommage parce que moi Alcaraz c'est un peu mon petit chouchou là sur le court. Ah ouais, en plus c'est le chouchou. Voilà. Léo, toi tu mettais une pièce sur qui en écrivant cette chronique? Moi j'ai été impressionné par Zverev à Bercy, même si Sinner il est devant ses spectateurs etc. C'était dingue le niveau de jeu qu'il produit en finale face à un Humbert qui a pas touché la balle. Donc moi je mettrais bien une pièce sur Alexander Zverev en finale. Ok. Et Noé, pour finir. Moi, je vais pas être très original, mais comme Alexis, je vais partir plutôt sur Sinner, qui effectivement, il est chez lui. Il a montré qu'il était conquérant sur tous ces derniers matchs. Donc, franchement, moi, je le vois aller au bout. Ok. Eh ben, écoute, on va voir ce que nous réserve cette belle semaine, sachant qu'il y avait déjà eu du tennis avant ça, quand même, Léo. On va pouvoir revenir sur les autres résultats et avec cette fois des femmes et un Messin, enfin à Metz, c'est chez moi donc j'en profite, où ça s'est plutôt bien passé pour un Français. Et lui a été au bout toujours en tennis, très beau succès de Benjamin Bonzi. Le Français de 28 ans a remporté à Metz son premier titre sur le circuit ATP samedi. Bonzi semblait inarrêtable tout au long de la semaine. Lui qui n'avait gagné aucun match sur le circuit ATP en 2024 et sortait des qualifications a d'abord vaincu Casper Ruud, 7e mondial en 8e de finale. Casper Ruud qui vient de battre Alcaraz, c'est pas n'importe qui. C'est la plus belle victoire de sa carrière. Il l'a ensuite emporté face à Alice et Mikkelsen en quart et en demi. Puis le Français est venu à bout de Cameron Norrie en 2-7 en finale, 6-7, 6, 6-4. Cette victoire permet à Bonzi de faire un bond dans le classement ATP. Hors du top 100 en début de semaine, il se retrouve désormais à la 78e place mondiale. Chez les femmes, Coco Gauff remporte son premier Masters WTA à Riyad en Arabie Saoudite. L'américaine de 20 ans a battu la chinoise Zheng en finale et conclut la saison en étant solidement installée sur le podium du classement WTA. Gauff avait battu Sabalenka en demi et Swiatek en poule. Les numéros 1 et 2 mondiales, ce sont les numéros 1 et 2 mondiales, donc c'est une grosse performance pour Coco Gauff. L'objectif en 2025 pour Gauff sera sûrement de les titiller en Grand Chelem et d'accrocher un nouveau majeur à son palmarès après sa victoire à l'US Open en 2023. Parce qu'avec Coco Gauff, là, t'as l'impression qu'on a une image de Big Free, un peu chez les femmes qui se construit, ou elle est encore trop jeune pour qu'on l'intègre avec les deux patates de forain qu'on voit les numéros 1 et 2 mondiales. C'est peut-être un tout petit peu limite encore. Faut peut-être aller justement un peu les chercher en Grand Chelem l'année prochaine.
mais Gauff, elle va bientôt aller taper tout le monde, je pense. Hein. Ça va venir rapidement. Elle a du talent. Il lui manque un peu peut-être le physique de Serena, quoi, pour envoyer des caramels. Il manque un peu à tout le monde le physique de Serena. Ouais, Alexis. Il manque aussi le mental, hein, chez Coco Gauff. À Roland-Garros cette année durant les JO, elle a craqué on lui avait refusé un point. Oui, c'est vrai. Et donc le mental, c'est un point très important. C'est Hugo Humbert qui s'est entouré de préparateurs, d'une psychologue puisqu'il était justement, il cherchait à pallier son problème mental, et peut-être qu'elle devrait faire comme Hugo Humbert, comme beaucoup de joueurs sur les circuits, prendre un psychologue, travailler sur ça et pouvoir passer à autre chose très très rapidement. Ça peut peut-être être le facteur X. Ouais. Ça peut aider, et physiquement, elle atteindra jamais les niveaux de Serena Williams, mais Coco Gauff peut progresser aussi mentalement, donc beaucoup d'axes de progression pour elle. Bon, j'avais vendu quand même un voyage autour du monde. Il est temps d'en parler un petit peu. Allez, un voyage autour du monde avec le départ du 10e Vendée Globe qui a été donné. 40 skippers ont pris le départ de la course, c'est un record. Ils devront parcourir le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Dimanche, les navigateurs ont emprunté le chenal du port des Sables d'Olonne sous les acclamations de près de 500 000 spectateurs. Le départ a été donné dans des conditions de vent exceptionnellement calmes. Les bateaux s'améliorent chaque année, et la mise en place de foils depuis quelques années les rend encore plus rapides dans les conditions venteuses, et le record de 74 jours d'Armel Lecléache qui tient depuis 2017 pourrait donc potentiellement être battu dans un peu moins de 2 mois et demi. En football maintenant, notre chère Ligue 1 était au rendez-vous ce week-end, et là, avec la 11e journée, qui a commencé avec une grosse surprise dimanche soir. L'OM était mené 3-0 à la mi-temps contre Auxerre dans son Vélodrome, donc vous imaginez tous les sifflets qui vont avec. Les Marseillais se sont finalement inclinés 3-1 et voient doucement arriver un début de crise. L'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a déclaré en conférence de presse: si c'est moi le problème, je dois partir. Alors l'OM prend du retard au classement sur l'AS Monaco qui jouait samedi. Les Monégasques se sont imposés 3-1 contre Strasbourg et restent à 6 points du PSG qui a facilement disposé d'Angers. Les Parisiens l'ont emporté 4-2 au stade Raymond Kopa avec un doublé de Lee et Barcola. Le Français reste meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations. Lens est passé tout près de la défaite à Bollaert. Les Lensois menés 2-1 face à Nantes ont réussi à renverser la tendance en marquant 2 buts dans les dernières minutes pour l'emporter 3-2. Les hommes de Will Steele, 8e de Ligue 1, reviennent tout de même à 3 points du podium. Et dimanche était surtout jour de derby à Lyon. Lyonnais et Stéphanois attendaient le retour de cette rencontre sans pareil depuis la descente de Saint-Etienne en 2022. Au Groupama Stadium, les Lyonnais faisaient office de favoris, mais on sait, tout peut se passer dans ce genre de rencontre. L'OL s'en est remis à son général Lacazette pour inscrire l'unique but de la partie à la 29e. Cherki, Lacazette, Tolisso, tous les 3 formés à Lyon ont été les grands artisans de ce succès. Sainté peut avoir des regrets, les Stéphanois ont eu des occasions pour revenir, mais Lucas Perry s'est montré très costaud sur sa ligne. Alors suite à ce derby, Saint-Etienne est 16e et barragiste alors que Lyon monte à la 5e place. Lyon, c'est du très sérieux. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce match, mais est-ce que vous voyez Lyon aller chercher une place en Ligue des Champions à la fin de saison? Ouh, Ligue des Champions. Du coup, top 4, si je dis pas de bêtises. Parce que on est toujours en Formule 3+1 pour notre championnat français, ou c'est les 4 directement qualificatifs? C'est 3+1. Allez, on peut dire est-ce que Lyon sera barragiste ou en Ligue des Champions, mais Lyon est 5e aujourd'hui. Oh, ok. Tom, là, tout de suite, c'est saisi du micro. Alors, la Ligue des Champions, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, s'ils font la même première mi-temps, on sait très bien que c'est difficile d'avoir ce genre de performance sur toute la saison, mais la première mi-temps, même s'il y a qu'un seul but pour l'Olympique Lyonnais est vraiment au-dessus, quoi. Alors, oui, aussi, en face, c'est Saint-Etienne, c'est pas la meilleure équipe de Saint-Etienne, mais collectivement, il se trouvait, Cherki, quand il est en feu comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien de le voir en confiance et tout ce qui réussissait. Donc ambitieux un peu le top 4 parce que surtout il y a des adversaires, quoi. Il y a le PSG, il y a l'OM et il y a Monaco en tête. Donc à voir, mais pourquoi pas une place en Europe, ouais. Ouais, Tom il parle là-dessus en tout cas. Noé, je sais pas si tu avais un avis, je sais pas si Lyon et Saint-Etienne t'intéressent enfin, tu fais pas des rêves avec le Général Lacazette qui devrait vraiment gagner en grade maintenant, parce que Général depuis bien longtemps, il devrait être Commodore, ou il faudrait vraiment qu'il prenne plus de poids dans cette équipe. Un peu comme ce que disait Tom, je pense que déjà viser les places européennes, à mon avis, ce sera un bon objectif pour Lyon, sachant que ouais, il y a de la concu quand même, hein. Il y a Monaco, il y a Brest cette année, il y a Marseille aussi. Enfin Brest, ils sont un peu plus en milieu de tableau en ce moment, mais il y a Marseille qui, même si un petit début de crise, moi j'ai quand même confiance un peu en ce qu'ils peuvent proposer. Donc viser les places européennes, à mon avis, c'est bien. Après, comme l'année dernière, ils sont dans le bas du classement pendant la moitié de la saison. Ils finissent par accrocher la Conference League.
tout peut arriver avec Lyon ces dernières années, on a l'impression. Donc pourquoi pas Ligue des Champions, mais ne pas se fixer non plus des limites des objectifs trop élevés peut-être. Ouais, et puis on verra peut-être les conséquences du mercato d'hiver côté lyonnais. On surveillera. Léo, un peu de Ligue 2 peut-être pour finir le foot. On finit en Ligue 1 parce que tous les résultats n'ont pas été énoncés. Oh là. Et Il m'a repris au vol. Il fait, Coco là, attention. Vas-y, pardon. ouais, Reims l'a facilement emporté sur la pelouse d'Auxerre. Montpellier s'est imposé à Brest 3-1. Les hommes de Jean-Louis Gasset enregistrent leur première victoire de la saison. Et puis petit tour en Bretagne, le Stade Rennais a perdu 2-0 à domicile, mais attend avec impatience Jorge Sampaoli. Et bien sûr les Lillois qui ont vu Nice revenir à la 96e minute. C'est cruel pour les Lillois qui jouaient pourtant une place sur le podium durant ce match. En Ligue 2 maintenant, le Paris FC stagne toujours en tête du classement. Troisième nul d'affilée pour les coéquipiers de Maxime Lopez. Il voit la concurrence revenir derrière avec les victoires de Lorient et Guingamp. Lorient face à Guingamp et de Dunkerque. La belle surprise de ce début de saison qui s'est imposé 1-0 à Grenoble. Lorient et Dunkerque reviennent respectivement à 1 et 2 points du leader parisien. On peut noter aussi le match très important entre le Red Star et Troyes. Troyes qui s'est imposé 3-0, c'est pour le maintien. Ils sont tous les deux 16e et 17e du championnat. Et maintenant à égalité après la victoire de Troyes avec 14 points devant Martigues, bon dernier avec seulement 9 points. Petit passage en Europe, le Real Madrid s'est imposé 3-0 avec un triplé de Vinicius. Le Brésilien semble digérer la déception du Ballon d'Or. Et le Barça a perdu mais garde 6 points d'avance sur le Real en tête. En première ligue, Liverpool se détache avec sa victoire 2-0 et la défaite de Manchester City face à Brighton. Et en Bundesliga, le Bayern s'envole à la première place du championnat grâce à sa victoire 1-0 contre St. Pauli. Et puis en rugby, maintenant retour réussi pour Antoine Dupont avec l'équipe de France. Les Bleus ont retrouvé leur capitaine absent depuis 1 an, occupé à aller chercher l'or à 7 au JO de Paris. Le 15 de France s'est imposé 52-12 face au Japon samedi. La première association en charnière entre Dupont et Ramos en bleu s'est avérée très prometteuse, alors que Ntamak est blessée. Et elle sera peut-être alignée une nouvelle fois face à la Nouvelle-Zélande samedi. Et puis un petit mot de volley maintenant avec nos voisins de Tourcoing qui se sont une nouvelle fois imposés 3-0 à Toulouse. Les nordistes réalisent un formidable début de saison et sont toujours premiers du championnat devant Montpellier qui s'est également facilement imposé face à 7. Et enfin, un petit point sur les derniers résultats en NBA. Cleveland continue sa folle série d'invincibilité en l'emportant à Chicago. Les Cavs, premiers de la conférence Est, enregistrent une 12e victoire en ce début de saison sans aucune défaite. Le Thunder d'Oklahoma reste lui en tête de la conférence Ouest grâce à son succès contre les Clippers. Et les Spurs de Victor Wembanyama ont retrouvé la victoire avec la meilleure performance du Français cette saison. Mais je crois qu'on va s'attarder un peu plus tard sur notre Wemby national dans un instant. Oui, exactement. Ça, on en a décidé que c'était une partie du débat du soir, en tout cas sur nos Français qui évoluent en ce début de saison à NBA et qui performent pour certains et pour d'autres un peu moins. Merci en tout cas pour tous ces résultats, Léo. Pour ce qui est en plus du 15 de France, messieurs 52-12, juste un léger retour là-dessus avant de ce premier interlude musical. C'est rassurant ou finalement c'est ce qu'on attendait pleinement de ce match-là, d'écraser les Japonais au Stade de France? Moi, je m'attendais pas à un tel résultat. 52-12, quand même, c'est une grosse claque. Après, va falloir voir face aux All Blacks. C'est samedi, c'est ça? Ouais, c'est samedi soir. Ouais. Samedi soir, faut voir si l'association va marcher, puisque entre le Japon et les All Blacks, il y a quand même une grande marche. Donc, j'attends de voir face aux All Blacks. Mais franchement, c'était un très très beau match et c'était très sympa à regarder, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai pas pu regarder toute la rencontre attentivement, mais on voit quand même qu'on développe toujours un beau jeu parce que c'est vrai que Fabien Galtier, ça commence à s'installer avec le temps. Là, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, donc et une nouvelle charnière, comme tu le disais. Donc on va voir ce que ça peut donner. Léo, en tout cas, il a des infos de Marcoussis. Il dit. Moi, j'aimerais bien avoir une petite pensée pour Mathieu Jalibert quand même, qui était censé devenir la star en 10 derrière Ntamak, etc. Même on l'installait en 15 pour pouvoir mettre Ntamak en 10. Enfin, et aujourd'hui, Mathieu Jalibert, il est relégué sur le banc et c'est Thomas Ramos qui joue à sa place en 10 alors que Thomas Ramos est avant tout en arrière. Une petite pensée pour Mathieu Jalibert quand même. Ok. Et t'aimes pas trop Ramos en 10? Ouais. Je le préfère en 15, Ramos. Je préfère ce qu'il apporte, la sérénité qu'il apporte sur les ballons hauts, etc.
Mais il a fait un bon match contre le Japon, après avoir contre la Nouvelle-Zélande, et puis on espère qu'Yann Tamac va revenir vite de sa blessure aussi. On espère bien sûr, surtout, que nos Français se portent bien, même si c'est que la tournée d'automne, donc c'est pas non plus une grosse échéance. Alors qu'il y a un an, on se rappelle, c'était le retour des Français au Stade de France après cette élimination cruelle, ô combien cruelle, en quart de finale face aux Sud-Africains. Merci en tout cas pour cette chronique. On va pouvoir se quitter un très court instant en chanson. J'en ai trouvé une dédiée à l'événement, parce que je parlais de voyage autour du monde et tout. Je veux dire, j'ai resté sur le Vendée Globe. Une chanson qui s'intitule Vendée Globe. Voilà, donc c'est tout de suite sur Radio Campus Lille 106,6 FM et on se retrouve juste après pour la suite du Campus Sport Club. C'était le Vendée Globe, une chanson de Patrice et Roger Martineau. Voilà pour ceux qui voudraient s'intéresser un peu plus à ces merveilleux artistes. En tout cas, le Vendée Globe qui est bien parti donc des Sables d'Olonne ce week-end. Vous écoutez bien le Campus Sport Club sur Radio Campus 106,6 FM. J'en profite pour ce petit moment. Là, on m'avait donné une affiche avant l'émission, donc j'en profite quand même puisque notre très chère radio va fêter ses 55 ans et ça va skanker pour les 55 ans. Il faut bien prononcer. Ça se passera le 22 novembre à la Maison des étudiants à la Cité Scientifique. C'est juste à côté finalement de la radio. C'est un concert gratuit donné à 20h pour ses 55 ans avec The Scalogs Shanking Patrol avec un DJ 100% local. C'est des artistes de chez nous. C'est mené aussi par des animateurs et des anciens de Radio Campus Lille. Voilà, donc on vous invite à venir le 22 novembre à la Maison des étudiants Cité Scientifique. C'est à 20h. Voilà, si vous fêtez avec nous ce petit anniversaire. 55 ans, ça nous rajeunit pas du tout ici, puisque je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de parents qui étaient nés il y a 55 ans de ceux autour de la table. Mais voilà. Pour poursuivre quand même, parce que là, je divague, j'en profite quand même, mais il faut aussi que je revienne dans le droit chemin. On va pouvoir attaquer avec Noé qui règle son petit micro, donc comme ça je vais pouvoir lui lancer son petit jingle. J'espère que t'es prêt, Noé, juste après ta douce voix. Mauvais élève de l'actu, rassurez-vous, c'est le moment des news du Campus Sport Club. Alors, à ton avis, Noé, est-ce qu'il y aura beaucoup de mauvais élèves qui te remercieront à la fin de cette chronique ? J'espère que vous n'avez pas été piqué par ma petite provocation. Non. Aucun mauvais élève. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on pourrait considérer que pour démarrer ta chronique des news, on va parler de clubs de football qui sont passés devant le conseil de classe. Quel lancement. Et oui, effectivement, dans les news de ce soir, on va se pencher tout de suite sur ce qui a animé l'actualité sportive la plus récente et on file donc sans attendre sur de l'actu Ligue 1, et plus particulièrement vers les salles d'audience de la DNCG, donc la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion de la Ligue de foot professionnelle en France, devant qui le Paris FC d'Antoine Arnaud, futur propriétaire, passait hier matin. Un passage tranquille donc pour le fils de Bernard Arnaud, méritocratie quand tu nous tiens d'ailleurs, qui a pu exposer son projet sans encombre avec notamment l'objectif de monter en Ligue 1 dans les 2 ans. Cette étape était presque la dernière avant le closing, la signature finale du contrat qui fera d'Antoine Arnaud le futur propriétaire du club parisien. Et donc Bernard Arnaud, je sais pas si je l'ai dit, mais a exposé son projet. J'ai dit qu'il exposait son projet d'objectif de monter en Ligue 1 ou pas ? J'ai eu un petit flou dans ma lecture de. Au moins c'est dit. C'est dit, voilà. Je pourrais le dire une troisième fois si vous avez envie. Mais on va passer à un autre rendez-vous de la DNCG de cette semaine, bien plus terrifiant cette fois-ci pour celui qui se présentera devant elle. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est l'OL qui doit passer vendredi devant le gendarme financier. Et oui, parce que les comptes du club rhodanien sont dans le rouge et le propriétaire John Textor devra donc convaincre l'instance en offrant des garanties. On parle d'une somme comprise entre 100 et 200 millions qui devront être trouvées et qui devraient être recherchées dans des sessions de joueurs lors du mercato hivernal, mais aussi avec la vente des parts de Crystal Palace qui sont détenues par l'homme d'affaires américain. On part maintenant du côté de la petite raquette rouge et noire. Alors, pardonnez-moi l'expression, je sais pas si ça se dit, mais on va bien parler de tennis de table. Donc, quart finaliste à Francfort la semaine dernière, Félix Lebrun profite de ce bon résultat pour grimper à la 4e place du classement mondial à seulement 18 ans. C'est le meilleur classement de sa jeune carrière, mais déjà bien rempli. Et donc, le Montpellierin qui n'en finit plus de battre les records de précocité. On retourne vers le monde du football et direction une nouvelle fois vers la Ligue 1 où Rennes a nommé hier soir son nouvel entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli. L'Argentin est donc de retour en Ligue 1 après son exercice marseillais de la saison 2021-2022 et il récupère un stade rennais en méforme, 13e au classement avec seulement 3 petites victoires. Des Rennais donc en manque de confiance que Sampaoli va devoir relancer et Sampaoli dont la priorité est, selon ses mots, de faire en sorte que l'équipe redevienne compétitive.
On reste dans le foot, mais cette fois en direction de Clairefontaine, qui a, encore une trêve internationale pour la plus prestigieuse des compétitions internationales, la Ligue des Nations. Et dans la liste de Didier Deschamps de jeudi dernier, un petit nouveau, le Lillois Lucas Chevalier. Et oui, le portier de 23 ans est récompensé pour ses très bonnes performances avec le LOSC. Il arrive évidemment en position de 3e gardien, mais semble déjà incarner l'avenir du poste en équipe de France. Je vous en dis pas plus parce que mon petit doigt me dit qu'Alexis vous en parlera bientôt. Mais ce qui a surtout fait réagir dans cette liste, c'est l'absence, une nouvelle fois, de Kylian Mbappé. Il avait manqué déjà le précédent rassemblement pour retour de blessure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Du côté de Deschamps, on assure que Kylian voulait venir et que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte. Une version qui est contestée par l'entourage du joueur, qui dénonce une version erronée ou incomplète de la vérité, avant de préciser que le plus important, c'est d'abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Pas sûr qu'on ait bientôt le fin mot de cette histoire. Et on termine l'actu foot avec le verdict du procès de Wissam Ben Yedder. Plusieurs faits lui étaient reprochés. Conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et agression sexuelle dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier. Il a finalement été reconnu coupable de chacun de ses chefs d'accusation. Et il est finalement condamné à 2 ans de prison avec sursis. Avant de peut-être attaquer la suite de l'actualité sportive hors football, un petit mot quand même sur Deschamps. Est-ce que pour vous, les choix de Deschamps sont des bons choix, des choix logiques pour ce qui est de Lucas Chevalier, mais aussi, par exemple, d'appeler Kingsley Coman parce que Ousmane se blesse, ou de la compréhension autour de la situation de Mbappé? Est-ce qu'il y en a un qui veut s'appuyer là-dessus? Léo, vas-y. Moi, je trouve que c'est très bien que Deschamps ne prenne pas Kylian Mbappé sur ce rassemblement. Kylian Mbappé est en méforme avec le Real Madrid, il a besoin de repos, et le fait de dire devant les médias qui vont tout de suite chercher à enflammer la chose, de dire que c'est son propre choix et c'est pas le choix d'Mbappé, et derrière de laisser Mbappé au repos, ça je trouve que c'est un très bon choix. Et sur Kingsley Coman, il est en train de revenir au pic de sa forme au Bayern Munich. Donc les 2 choix pour moi ils sont totalement compréhensibles. Pardon. Et pour Lucas Chevalier, Lucas Chevalier, les prestations qu'il délivre en Ligue des Champions et même en Ligue 1, impossible de pas prendre Lucas Chevalier. T'étais obligé de répondre oui de toute façon, sinon je t'aurais coupé le micro. Alexis, tu voulais compléter peut-être? Actuellement, il n'y a pas meilleur gardien en France, à part Brice Samba et Mike Maignan. Il prend Alphonse Areola, mais c'est juste parce qu'il est là depuis plusieurs années. Il connaît le groupe de l'équipe de France. Parce qu'il a son appart au bout de la rue, on dit. Il connaît l'équipe de France, donc il n'a pas besoin de s'adapter. Donc, comme il est blessé, c'est une bonne chose de prendre Lucas Chevalier. Il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire pendant les entraînements. Et maintenant, après, on verra en mars s'il le reprendra. Et si Alphonse Areola n'est pas blessé. On connaît aussi la méthode Deschamps, qui est de toujours faire ramener les mêmes, puisqu'ils connaissent le groupe, ils connaissent la vie en équipe de France. Faut-il encore pouvoir un jour y mettre les pieds? Peut-être que du coup, c'est un vrai appel du pied, clin d'œil qu'a fait Didier Deschamps, pour que vraiment Lucas Chevalier s'installe sur du plus long terme peut-être. Et Tom, un dernier mot? Lucas Chevalier, c'est totalement logique qu'il soit là parce que, déjà qu'on savait que c'était un très bon gardien de Ligue 1, sauf que là, depuis le début de saison, on voit aussi qu'il est aussi performant dans les grands matchs, en Ligue des Champions et contre des clubs, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Lucas Chevalier, il montre qu'il a déjà une place sur la scène internationale, donc les Bleus, c'est juste la suite logique pour Lucas Chevalier. Et on conclut donc notre tour de l'actu avec le monde de l'Ovalie. Et en ce moment, une nouvelle règle qui s'apprête à être mise en place, qui fait polémique. Vous me voyez venir, je parle bien sûr du carton rouge de 20 minutes qui a été testé cet été lors des championnats du monde U20. Donc pour rappel, on parle d'un carton qui permettrait d'exclure un joueur coupable d'une faute technique pendant 20 minutes. À l'issue de ce temps, l'un des remplaçants de son équipe pourrait alors entrer en jeu à sa place. Le carton rouge définitif sans possibilité de remplacement ne serait pas pour autant retiré, mais plutôt destiné à sanctionner le jeu déloyal, délibéré et dangereux. Donc une nouvelle règle qui fait polémique. Le sélectionneur français Fabien Galtier, qui est également membre de la commission haute performance à World Rugby, s'y était opposé en mars dernier, arguant entre autres que le carton rouge de 20 minutes n'avait pas un effet dissuasif suffisant, un effet qui est dissuasif qui était procuré par le carton rouge définitif, et que donc sa mise en place risquait d'enlever le caractère de menace, et donc de rendre le jeu
encore plus dangereux, tout en risquant de complexifier la lecture du jeu. Donc, alors je sais pas si autour de cette table on a des rugbymen avertis, mais vous... Tu demandes sur le physique? Non, non. Non, je l'ai bien vu, non, regarde. La petite pique. Non, mais du coup... Dit-il en regardant droit dans les yeux le présentateur. Oui, bien sûr. À moi. Qui a un survêt équipe de France de football, donc je comprends aussi. Très beau survêt, d'ailleurs. Il se rattrape. C'est ça. Donc, autour de ce plateau, est-ce que vous avez un avis sur la question, sur le carton rouge de 20 minutes? La fausse bonne idée? Ou une vraie bonne idée à creuser? Léo, c'est toi. Ouais, Léo, hein? Moi, je pense que c'est dangereux. Non, je pense que c'est dangereux. Le carton rouge. C'est parce que j'ai aimé la manière dont tu t'es approché du micro. C'est pour ça. Il y a des choses où on réagit, mais enfin, c'est vrai que c'est compliqué pour les auditeurs. Faudrait qu'on ait une salle avec des tribunes pour qu'ils nous regardent un petit peu. Oui, vas-y, pardon. On t'écoute sérieusement cette fois. Ouais, non, c'est hyper dangereux de passer un carton rouge à 20 minutes. Pour moi, le rugby, c'est un sport extrêmement violent. En tout cas, les joueurs, tout le monde fait un maximum pour que ça soit le plus que les joueurs soient le plus en sécurité possible, et passer le carton rouge à 20 minutes, ça mettrait les joueurs en danger. La sanction n'est pas assez sévère pour moi de sortir les joueurs seulement en 20 minutes. Quand un joueur est découpé et tombe sur la tête, il faut le sortir pour le reste du match. Sachant que le carton rouge n'empêcherait pas des exclusions sur des semaines ou un nombre de matchs. Le passage à 20 minutes n'exclurait pas la sanction administrative qui est le carton rouge. Donc, ce serait un peu bizarre d'ensuite peut-être annoncer un joueur qu'il est privé de semaines de compétition, mais qu'il a pu jouer la fin de son propre match. Exactement. Non, mais ça n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi il faudrait accepter, même si je sais qu'en Nouvelle-Zélande ils disent que un carton rouge normal un carton rouge actuel a trop d'influence sur le jeu. Si un joueur est dangereux dans une équipe, il faut le sortir. D'accord. C'est la voix de la sagesse que vous avez écoutée ce soir sur Radio Campus Lille dans le Campus Sport Club. Et Noé, tu avais un dernier mot, peut-être? Je vais conclure tranquillement. Donc, dans tous les cas, la commission des règlements qui s'est réunie ce mardi à Dublin va proposer au Conseil de World Rugby de repousser au printemps prochain la décision sur l'adoption ou non de cette nouvelle règle. Donc, les plus récalcitrants, je pense à toi, par exemple, pourront encore profiter de leur bon vieux carton rouge traditionnel. Par toi, il entendait Léo, puisque personne ne nous voit. C'est vrai. On aimerait que les gens nous voient. Merci en tout cas pour ces news, cher Noé, et ce petit acte qu'on a tous apprécié ici. je fais exprès. Merci en tout cas. On va pouvoir avancer un tout petit peu donc dans cette émission 23h36, passée de 30 secondes. On va prendre quelques minutes pour faire un point débat autour du basket, de la balle orange, puisqu'on s'était donné plusieurs idées. L'idée qui est restée est celle de parler de nos franchises en NBA, nos Français qui, pour certains, performent, pour d'autres non. On va pas pouvoir malheureusement revenir sur les 11, si je ne dis pas de bêtises, joueurs qui, en ce moment, cette saison, font partie d'effectifs. Les gars, vous auriez pu... c'est pas grave. Non, vous auriez pas besoin de bouger, en fait. Vous pouvez juste bouger le micro, hein, vous inquiétez pas. Ici, il y a des petits... On fait des arrangements techniques en temps réel, vous inquiétez pas, j'en profite. C'est un peu ça, l'ADN Radio Campus, en fait. Tu dis quand il se passe des choses en off. Voilà, il y a pas de souci. Non, mais Noé, il n'existe plus. Je rigole. Je vous allume juste après le micro, bien sûr, pour tous réagir. Donc, débat du soir, on va prendre quelques minutes, on va faire un petit point sur ces Français qui font les beaux jours de la NBA en ce début de saison 2024-2025. Est-ce que vous voulez qu'on se garde le plus gros pour la fin, donc le plus grand, donc l'alien, si je puis dire, ou est-ce que finalement, comme on sait qu'on va prendre du temps peut-être plus sur lui, on va peut-être attaquer par Victor, hein? Je veux l'acquiescement, ouais. Il y a un acquiescement timide ici. Il y a que Léo que j'ai regardé pour voir. Victor Wembanyama, deuxième saison, qui a été élu meilleur rookie la saison dernière, qui sur ses 20 ans démarre donc cette deuxième saison, qui la démarre à votre sens, est-ce qu'il la démarre plutôt bien pour ce qu'on sait de lui et surtout ce qu'on attend de lui? Est-ce que pour l'instant, vous pensez Victor Wembanyama avec les Spurs? Alors, il y a toujours ce côté-là. On va essayer de rester sur les performances individuelles, peut-être, parce qu'il n'est pas encore dans une franchise qui vise le haut de tableau, même si, a priori, l'ambition des Spurs, c'est comme les playoffs, cette saison, si je dis pas de bêtises. C'est le top 10. Ouais. Mais, je pense pas qu'ils réussiront en playoffs. Parce que Victor Wembanyama, en tout cas, pour l'instant, ce début de saison, qui a quand même sorti 2-3 grosses performances, il a sorti un 5x5 il y a pas longtemps. Pour rappel, le 5x5, c'est un joueur qui arrive à aligner au minimum 5 points, 5 rebonds, 5 passes, mais aussi 5 interceptions et 5 blocs dans un match. Les blocs, lui, au moins, on peut compter sur lui. Donc c'est pour ça que la prouesse est assez rare.
Donc, est-ce que finalement, le fait de aussi vite se remettre de la déception des Jeux Olympiques, il nous montre qu'il est au rendez-vous ou pas? Défensivement, il est là. J'ai regardé son match samedi soir face au Jazz. Je crois qu'il était à 14 ou 16 rebonds et il était à 7 blocs. Défensivement, il est là. Par contre, après, en attaque, on n'arrive pas à le trouver dans la raquette. Les défenseurs, après, de la NBA, ils ont bien compris comment le prendre. Faut le prendre à 2. Et donc, ça l'oblige à prendre beaucoup plus de shoots à 3 points. Et au début, là, à part sur ces 2 derniers matchs, oui, il avait du mal à rentrer ses shoots à 3 points. Donc, ce qui était assez problématique. Donc, maintenant, à lui de trouver les solutions pour, justement, être plus dans la raquette, prendre des rebonds offensifs et inscrire des paniers dits faciles. Et, en fait, ouais, c'est ça. Il faut qu'il progresse normalement, il faut qu'il trouve des solutions. Et puis on va avoir un bon Victor Wembanyama. Je me fais pas de soucis pour lui, là, cette année. Ouais, puis je voyais un peu autour de ces stats, là, on va pas pouvoir toutes les citer à l'antenne, sinon ça serait très compliqué pour vous de comprendre, mais on voit aussi 31,3 minutes moyenne de temps de jeu. On voit qu'il n'est pas surutilisé non plus pour ce qu'on lui demande au sein de cette équipe des Spurs. Alors, peut-être un peu plus que la saison dernière, oui, mais on voit qu'il est quand même un peu économisé. Il pourrait avoir 36, 37, 38 minutes de temps de jeu. Est-ce que là aussi, vous voyez quand même de la prudence de la part des Spurs à cause de ce qu'il représente, peut-être? Après, même si pour nous, Wembanyama, c'est un peu l'alien, ça reste quand même que le début de sa 2e saison en NBA. Je pense que les attentes, elles sont énormes autour de lui. Alors peut-être que c'est mérité, et ça, on peut pas douter de son talent, sauf que il a un peu le statut là de leader de l'équipe, donc ça doit être compliqué pour lui, et surtout que physiquement, il a enchaîné une première saison donc en NBA, il a enchaîné la préparation avec les Bleus, il a fait les Jeux Olympiques, donc là forcément son début de saison, le temps de se remettre dans le jus, moi je trouve que c'est vrai que son début de saison il est compliqué, surtout offensivement, mais comme l'a dit Alexis, défensivement c'est impressionnant, et puis il montre qu'il est toujours présent, quoi. Ouais, et physiquement, je pense que c'est pas facile pour lui ce début de saison. Il encaisse une énorme préparation aux Spurs cet été. Il a joué les Jeux Olympiques, et même s'il joue pas l'intégralité des matchs avec les Spurs, la différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, Wembanyama ne jouait jamais 2 rencontres qui se suivaient 2 jours d'affilée, et là on voit qu'il a joué les 11 matchs de NBA qu'il a eu à jouer cette saison. Donc je pense que Popovic cette année, ça y est, il lui donne les responsabilités. Mais physiquement c'est pas facile tout de suite pour Wemby, il se met de plus en plus dans le bain, et ouais, Alexis disait c'est difficile pour l'instant de le trouver dans la raquette. Les Spurs ont amené Chris Paul pour ça, et pour l'instant ça fonctionne pas énormément. Wembanyama il shoot beaucoup à l'extérieur de la ligne de 3 points. C'est Popovic qui lui demande ça aussi, et l'adresse commence à arriver, donc c'est avec les matchs que Wemby va progresser et qui va se remettre physiquement de la préparation qu'il a eu cet été. Donc moi, en tout cas, ouais, de ce que tu estimes a priori, sauf quoi que blessure, en tout cas période intense de compétition, peut-être qu'il pourrait jouer 80-82 matchs cette année, plutôt que l'an dernier où il en avait joué 65-70 à peu près. Un peu sur l'économie en tout cas l'an dernier. L'année dernière, ouais, il était à 60, ouais, un peu plus de 70. Puis après aussi, il joue 31 minutes, mais on va parler un peu de la rotation des Spurs. Il joue pas énormément. C'est pas l'équipe qui va surutiliser ses joueurs. Ouais. En moyenne, il joue 30, 32. Ouais, c'est ça. Il joue 32, 33, 35 minutes grand maximum. Il tourne beaucoup. Donc ils font progresser les jeunes. Donc c'est pas étonnant qu'ils jouent pas un match en entier. Effectivement. Peut-être désolé. On pourrait s'attarder en fait tout le débat sur Victor Wembanyama. On aurait peut-être dû faire en fait finalement Victor Wembanyama seulement. On va pouvoir quand même juste passer à 2-3 autres Français. Il y a quand même son meilleur pote Bilal Coulibaly aussi, 20 ans aussi, 2e saison, qui forcément l'an dernier avait un tout autre rôle. C'était un peu le Français surprise qui arrivait 7e ou 8e de la draft. J'aurais dû me le noter ça. 7e, ouais. Mais qui arrivait un peu pour s'installer dans une équipe que sont les Washington Wizards, qui n'étaient pas flamboyantes. Et là, finalement, cette année, là, on voit que lui, il a bien pris aussi le contre-coup de ces JO, de cette préparation estivale. Il démarre fort. Et puis, record en carrière, il montre qu'il a du niveau NBA, peut-être. Là, vraiment, début de saison tonitruant. Il sort, comme tu viens de dire, il sort son plus gros match. Il est là offensivement. Quand Jordan Poole ne fait pas un bon match, c'est lui qui mène l'équipe.
qui construit en attaque. Il est là et franchement, je l'attendais pas à ce niveau. Je sais pas vous les gars, mais Koulibaly, pour moi, c'est le joueur des Washington Wizards aujourd'hui avec Jordan Poole. Et Jordan Poole, il a tout le temps le ballon. Donc Koulibaly, c'est juste monstrueux le début de saison qu'il est en train de nous sortir et il montre qu'il est un véritable joueur NBA. On voit Kyle Kuzma. Pour moi, Kyle Kuzma aujourd'hui aux Wizards, il est en dessous de Koulibaly. Koulibaly, l'année dernière, il était surtout utilisé défensivement. Sur tous les gros joueurs de la ligue, il allait défendre et ils ont tous dit que c'était un des défenseurs les plus difficiles à jouer dans la ligue. Mais offensivement, cette année, 16 points de moyenne depuis le début de la saison, c'était inespéré en voyant ses stats l'année dernière. Donc énorme Koulibaly, énorme début de saison. Ouais, en espérant que ça tienne. Ça, c'est peut-être le plus compliqué aussi pour les Français et puis pour tout joueur de NBA. T'avais un mot peut-être Tom là-dessus sur Bilal, ou est-ce que toi aussi c'est peut-être aussi quelque chose d'attendu quand même par ses capacités, ce qui s'est aussi montré en équipe de France finalement. Ouais, mais ce qui m'étonne un peu de lui de sa part cette année, mais positivement, c'est surtout offensivement, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que on savait qu'il défendait bien, mais maintenant aussi il score beaucoup. Là, j'ai vu notamment il a fait 4 matchs à 20 points ou plus depuis le début de la saison, alors que l'année dernière, il l'a fait que 2 fois sur 63 matchs. Donc déjà la différence elle est folle et ça montre vraiment que il monte en grade et que c'est un joueur qu'il faut attendre. Du coup, j'en profite. On parle de l'offensif à Washington. Il a aussi un collègue français qui défensivement montre qu'il a le niveau, qu'il a la patate. C'est Alexandre Sarr, qui a été drafté 2e en juin dernier, qui a intégré donc la NBA cette année, rookie, 19 ans, qui est aussi dans cette équipe des Washington Wizards. Et ces 2m13 aident pas mal l'équipe. Et il montre quand même que pour une saison rookie, celui qui est un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit que Wemby, je vais y arriver. Il tourne quand même à 2,4 blocs et on voit quand même qu'il picore les minutes. Alexandre Sarr, peut-être Alexis, je sais pas si tu avais un retour là-dessus sur notre Alexandre Sarr qui 2e de draft, qui a quand même plus de 25 minutes de temps de jeu et qui se montre ultra décisif aussi dans ce qu'il apporte en tout cas sur le parquet. Défensivement, il est là, 2,4 blocs par match. C'est le quatrième joueur de la ligue pour l'instant en termes de blocs, ouais. Donc franchement, c'est Wembanyama, Kessler, Holmgren, ouais, mais qui vient de se blesser pour 8 à 10 semaines minimum. Donc non, franchement, il fait un très bon début de saison défensive. Il faut un bon début de saison défensivement. Après, en attaque, c'est pas encore ça. Il faut qu'il soit plus régulier sur son tir à 2 points, mais ça va venir. Il va prendre de l'expérience et ouais, il va faire une bonne saison. En plus, il est titulaire sur certains matchs, donc ouais. Ouais, on voit encore on voit aussi que c'est un rookie. Enfin, c'est ça. Il faut pas, enfin, il est impressionnant justement parce qu'il tourne déjà à ses 2,4 blocs en ce début de saison. C'est que sur 9 matchs même pour les Washington Wizards. Mais ça montre quand même qu'il a des capacités pour faire face aux meilleurs attaquants NBA. Et comme tu dis, 33% au tir. C'est vrai que là, pour l'instant, il faut un tout petit peu régler la mire. Mais c'est une intensité peut-être qu'il a jamais eu l'habitude d'avoir. L'année dernière, il était en Australie, donc. Ah oui, c'est vrai, en Australie, à Perth, je crois. Perth. Je sais pas comment vous dites. Perth. Oui, voilà. Pour Alexandre Sarr en tout cas. Puis un petit mot peut-être pour les quelques autres qui nous restaient. C'est vrai que le temps passe vite. On aurait pu faire une demi-heure en fait sur ces Français en NBA. Un petit mot de manière globale, en tout cas sur les vieux, sur les plus expérimentés, si je puis dire, parce qu'on parle vraiment de jeunes de 20 ans quand même. Faut aussi réaliser quand même quand ils sont en NBA à 20 ans, je trouve que c'est encore plus impressionnant. Il y a 2 expérimentés, Rudy Gobert, 32 ans, et Nicolas Batum, 35 ans, qui continuent de faire leur vie en NBA, mais pour eux c'est un peu moins fringant. Rudy Gobert qui tourne quand même à 10 points, 10 rebonds pour l'instant, qui est dans une équipe où il était associé aussi à Karl Anthony Towns, où peut-être qu'on va lui demander aussi de prendre plus ce leadership là, ou à l'inverse, forcément, tu perds des forces vives dans l'équipe, donc l'équipe brille moins, donc tes statistiques brillent moins. Et Nicolas Batum qui vraiment est en train de lentement mais sûrement d'arriver vers la retraite. Est-ce que pour vous c'est logique au vu de leurs années, de leur vécu et de cet âge-là aussi en NBA? Ouais, on peut pas tous être des LeBron James. C'est ça. Tout le monde n'est pas LeBron James, mais ouais, ils sont sur la phase descendante. Rudy Gobert, il a toujours été exploité surtout défensivement. Là, va falloir qu'il tisse une relation avec Julius Randle qui vient d'arriver à Minnesota. Et puis le départ de Karl Anthony Towns, je pense que ça fait mal quand même aux Timberwolves. Et Rudy Gobert qui était quand même sur le banc
à la fin des Jeux Olympiques sur la phase finale. Donc ouais, il est sur une phase descendante. Et puis Nico Batum, je pense qu'il est là surtout pour lier un vestiaire des Clippers qui en a besoin. Et puis pour faire le lien en match, il est toujours hyper précieux. Donc il fait toujours du bien, Nico Batum. Ouais, je m'étais noté vite fait, je vous avais partagé les notes, enfin key player, enfin dans le sens, dans son expression même d'être leader et d'être, parce qu'il est ce qu'il essaye d'apporter de toute façon au sein du collectif bleu tricolore, ce qu'il essaye de faire aussi dans sa franchise. Et puis j'en profite, vous inquiétez pas, avec le temps, on va passer la seconde interlude musicale. J'avais prévu un super son que je vous partagerai donc juste après en fin d'émission. Et un dernier mot aussi, on s'était noté un qui renaît, qui revit aussi, qui est pas de cette tranche là encore des vieux. Peut-être qu'on peut aussi lui donner encore quelques belles années, mais il fait son retour. C'est Gershon Yabusele, Monsieur Poster sur LeBron James. Est-ce que là aussi, est-ce que ça fait plaisir un peu pour nous, un peu les chauvins? Tom, je sais pas si est-ce que Yabusele, t'avais trouvé qu'il resplendissait pendant ces Jeux Olympiques? Pendant les Jeux Olympiques, oui, il m'avait interpellé, mais sans plus. Mais là, son début de saison avec Philadelphie, c'est plutôt incroyable. Surtout qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu lui qui peut s'imposer comme le maître de cette équipe là. Après toutes les défaites qu'a eu Philadelphie, je pense que c'est le moment de se relancer et je pense que lui il peut incarner ça. Donc je suis super étonné pour son retour NBA. Ouais, c'est cool pour lui. Hein. Ah bah, il a une grinta NBA en fait. Ça, ouais. En fait, j'en ai l'impression que il a pour faire un peu l'historique pour ceux qui ne savent pas forcément de quoi on parle exactement, mais Gershon Yabusele qui il y a 5-6 ans était au Celtics de Boston, qui a fait une première expérience NBA, qui finalement a beaucoup ciré le banc à faire très peu de stats et naturellement partir de la franchise, et qui est revenu en Europe et qui a tout cassé en Europe. Forcément, se faire aussi une grande réputation avec le Real Madrid et entre autres. Et là, grâce au JO, finalement, il a eu cette proposition de revenir sur le sol américain. Et là, on a vraiment l'impression qu'il est physiquement là, qu'il est niveau maturité, qu'il est là. Et comme tu dis, on a l'impression qu'il a cette grinta un peu européenne que des fois on voit pas trop chez les Américains. Peut-être qu'il apporte ça en fait. Il apporte cette plus-value. Puis aussi le fait qu'il a pris un gros risque. Hein. Il a payé sa dernière année de contrat au Real de Madrid. Il a payé 1,8 million de dollars. C'est un gros risque pour tourner en NBA. Et franchement, ça lui réussit bien. Offensivement, défensivement. Il a du temps de jeu. Là, sur son dernier match, il avait une demi-heure. Il a eu une demi-heure pour s'exprimer. Après, faut voir avec les retours de Paul George, Joel Embiid, s'il va avoir plus de temps de jeu, ou il va avoir autant de temps de jeu, pardon. Mais franchement, c'est cool pour lui puisque il aspire la sympathie. On a envie de l'aimer, surtout après son poster sur LeBron. Surtout. Léo, un petit mot sur lui pour finir? Ouais, et Gershon Yabusele, il progresse à chaque match de NBA. Il a remarqué, il l'a dit aux médias, ça va vraiment vite en NBA. Ça va plus vite, mais il progresse de jour en jour. Et là, hier, c'est 20 points, Gershon Yabusele, dans une équipe où il y a que des têtes d'affiche. Donc il va falloir qu'il aide les Sixers à se remettre sur pied. Mais ça peut être un des joueurs très importants de la saison. Et peut-être, j'ai pensé jouer le titre de meilleur sixième homme de l'année, parce que je pense qu'il va avoir quand même un rôle il va partir du banc, il va peut-être pas être titulaire à chaque match, mais jouer cette récompense, ça peut être sympa pour lui cette année. Cette carte-là, effectivement. Bon, en fait, on pourra reparler un peu plus longuement quand même NBA. Je pense dans la saison, il y aura de manière de faire un hors-série, je pense là-dessus, faire un petit point mi-saison, peut-être pour le All-Star Game. On verra, peut-être on se fera des kiffs. On verra. 23h minuit en plus, parce qu'il y a des choses qui se passeront en direct des States à ce moment-là. Et puis pour finir, forcément, on ne peut pas parler de tous les Français, mais on aurait pu aussi parler du numéro 1 de la draft, Zachary Risacher, je sais jamais exactement. Risacher. Bon, c'est un peu nul finalement. C'est Frenchy. Zachary Risacher, avec les Hawks qui a aussi sorti une incroyable performance, le 7 novembre dernier. Et puis pour les autres Français non cités, par exemple en NBA, on pourra reparler plus tard peut-être de Ryan Rupert, d'Ousmane Dieng ou encore de Tidjane Salin, sachant que sa sœur jouait encore il y a très peu de temps à l'USBVA à Villeneuve-d'Ascq. Bon, peut-être pas prendre trop de temps non plus parce que t'as un petit portrait. Ouais, j'ai un petit portrait. Ouais, t'as un petit portrait. C'est ça, ouais. Donc on va attaquer. On en a déjà un peu parlé, donc. Ouais, on va attaquer le portrait avec Alexis. On laisse après un peu de temps quand même à Tom de nous glisser quelques immanquables ce soir. Ouais, t'inquiète pas. je vais me dépêcher, t'inquiète. Dépêcher. Jingle Express. Et comme ça, on va pas l'interrompre, d'accord?
Entre moment nordiste et portrait, il faut parfois choisir. Ce soir sur le Campus Sport Club, c'est l'heure du portrait. Spoiler, on parle de Lucas Chevalier. Et ouais. Et donc, c'est ça, le gardien du LOSC qui a été sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France jeudi dernier. Donc, il est né le 6 novembre 2001 à Calais et il commence le football en 2008. Au début, Lucas était un joueur de champ, mais lors d'un match, il est passé gardien pour aider l'équipe de son grand frère, de 2 ans son aîné. En septembre 2022, dans l'équipe, son père Freddy Chevalier est revenu sur cette anecdote. Lors de ce match, il a pris 10 buts. Je me suis alors dit que c'était fini, mais non, il a persévéré. Et c'est donc en tant que gardien de but que Lucas Chevalier finit par intégrer le centre de formation de Lille à l'âge de 12 ans en 2014. Toutefois, il y a un autre club qui était intéressé par la signature du jeune nordiste. Est-ce que vous savez quel était ce club ? Pas loin de Lille, j'imagine. C'est pas très loin de Lille, ouais. C'est Valenciennes. Non, c'est pas Valenciennes. C'est pas l'ennemi quand même. C'est le Racing. C'est le Racing, et ouais. 2 ans auparavant, en 2012, ils avaient essayé d'attirer le jeune Lucas, mais ses parents estimant qu'il était trop jeune, ils avaient refusé de l'envoyer à Lens. Aussi, le fait qu'il soit un supporter de Lille, ça a dû jouer un petit peu dans la réflexion. Bref, tout se passe bien pour lui, il fait son parcours jeune dans son club de cœur, il est régulièrement surclassé de par son talent, mais aussi ses qualités physiques, et cela lui permet d'être appelé en équipe de France U10, U16 et U18. Donc, on va faire un basculement en avant, on arrive à la saison 2020-2021. Il intègre le groupe professionnel et il devient le 3e gardien du club, derrière Mike Maignan et le grec Orestis Karnesis. Il est champion de France avec Lille, mais il ne joue pas de match. Et c'est pour ça que lors de la saison 2021-2022, il décide de partir à Valenciennes et c'est à ce moment-là qu'il va exploser. Et il va côtoyer un ancien grand gardien de Ligue 1. Est-ce que vous savez lequel c'était ? C'était l'entraîneur des gardiens de Valenciennes à cette époque. Petit indice, il pouvait porter des costumes, des déguisements pendant des matchs. Déguisement ? Ouais. Jérémy Janot. Exactement. Wow. T'as lu sur mon ordi ? Oui. Le déguisement Spider-Man. Ouais, exactement, le déguisement Spider-Man, t'es trop fort. Donc c'est ça. Avec Jérémy Janot, il va progresser et du coup en 30 matchs de Ligue 2, il va réaliser 9 clean sheets et pour 35 buts et il va même se permettre de réaliser une petite passe décisive. Donc il participe grandement au maintien de son club en Ligue 2 parce que Valenciennes finit 16e à 4 points de la 18e place et à la fin de la saison, il est élu meilleur joueur du club par les supporters ainsi que meilleure révélation de Ligue 2 par les entraîneurs du championnat. Après son prêt plus que réussi à Valenciennes, Lucas Chevalier retourne à Lille, mais il n'est pas tout de suite titulaire car dans la tête du nouvel entraîneur Paulo Fonseca, c'est Léo Jardim, le numéro 1. Mais suite à un mauvais début de saison de son concurrent, le Calaisien est titulaire pour la première fois lors de la 7e journée de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille et malgré la défaite 2-1, il ne va plus quitter les cages du LOSC. Mais c'est véritablement lors du derby contre Lens en 2022 que le portier il va rentrer dans le cœur des supporters. Se hissant en véritable héros, il arrête le pénalty de Sotoka en première mi-temps et réalise de nombreuses parades en seconde période. Après le match, il va déclarer que Mike Maignan, le gardien de Lille en 2015 et 2020, entre 2015 et 2021, l'avait appelé pour lui donner de nombreux conseils. Tout va s'enchaîner très vite pour lui. Il va jouer pour la première fois avec l'équipe de France Espoir en novembre 2022 et il va connaître la Conference League lors de la saison dernière. Il est élu meilleur joueur lillois l'année dernière avec un pourcentage d'arrêt de 74,4%, c'est-à-dire 32 buts encaissés pour 93 arrêts, faisant de lui le 3e meilleur gardien de Ligue 1. Aujourd'hui, Lucas Chevalier, il impressionne en Champions League. En effet, il contribue grandement aux 7 points pris par le LOSC en 4 matchs contre des clubs de renommée internationale comme la Juventus, le Real et l'Atlético. D'ailleurs, après le match face à la Juventus, Bafodé Diakité, un de ses partenaires, disait qu'il avait des réflexes de chat suite à son arrêt exceptionnel sur une frappe instantanée de Dusan Vlahovic qui se dirigeait vers la lucarne. Aujourd'hui, actuellement, il est à 77,8% d'arrêt en Champions League, ce qui est franchement un très bon pourcentage. Et jeudi dernier, il est appelé en équipe de France pour la première fois par Didier Deschamps pour pallier à la blessure d'Alphonse Areola. Donc maintenant, moi j'ai deux petites questions que je me pose. Quand est-ce que Lucas Chevalier va devenir titulaire en équipe de France, puisqu'il va l'être, mais aussi
où sera-t-il l'année prochaine, puisqu'il l'a dit dans son interview, dans sa conférence de presse aujourd'hui, même si Lille est un grand club européen, il y a des étapes au-dessus. La place de numéro 1 en équipe de France dépend d'un très grand club. Il faut avoir cette lucidité. Donc ce qui est sûr, c'est que la carrière du jeune gardien de 23 ans ne vient que de commencer et qu'il n'a pas fini de s'améliorer. Ouais, c'est assez intéressant déjà de voir la ténacité qu'il a, en tout cas le mental qu'il a eu. Et effectivement, est-ce qu'on peut, enfin, j'imagine quand même qu'il faut lui souhaiter un meilleur club que Lille. Mike Maignan, on a bien vu qu'il s'est retrouvé à l'AC Milan. Est-ce que vous pensez qu'il peut côtoyer un des cadres européens dans sa carrière, ce petit Lucas? Peut-être Noé qui a un avis dessus. Ouais, carrément, sachant qu'en plus, il y a pas mal de grands clubs européens dont les gardiens sont un peu vieillissants. Je pense, là, par exemple, j'ai Neuer qui me vient en tête, j'ai Oblak. Bon, on parle de vraiment très grands clubs. C'est peut-être la marche encore bien au-dessus de Lille, mais il y a peut-être un intermédiaire encore à faire avant. Mais ouais, là, je sais pas, est-ce qu'il y a des clubs qui sont déjà positionnés sur lui? Il y a pas beaucoup de rumeurs, c'est vrai. Le Barça, si, il y a eu des petites rumeurs qu'il envoie au Barça, mais ça à prendre avec des pincettes, puisque Ter Stegen, il se fait vieux, il commence à se faire vieux, et il s'est gravement blessé. Ils ont recruté Szczęsny que pour 1 an, donc pourquoi pas, ouais. C'est pas impossible, toi, Tom, non? Tu l'espères pas? Hein. Si, j'espère, parce qu'en tant que supporter de Lens, on en a marre de pas gagner les derbies à cause d'un Lucas Chevalier, mais si, je pense que c'est sûr que dans les 2 années à suivre, il va faire partie des grands gardiens d'Europe, et pour ça, il faut aller dans un club. Alors lequel, c'est encore difficile à choisir, mais c'est sûr qu'il doit passer par là. Il va passer par là. En tout cas, a priori, la courbe continue de grimper, donc on espère qu'elle atteigne les sommets. Merci Alexis pour ce petit portrait tout à fait sympathique de notre Lillois Lucas Chevalier. Il est minuit sur Radio Campus 106 FM. On va quand même prendre un petit instant pour écouter Tom. Je peux pas t'enlever ta chronique. Petit jingle des immanquables. On écoute attentivement Tom pour la fin de cette émission du Campus Sport Club. Sortez les agendas, chers auditeurs, car c'est l'heure des immanquables dans le Campus Sport Club. Il est minuit 1 et il demande à sortir des agendas. Vous vous rendez compte quand même du coup c'est costaud. Qu'est-ce que tu as de beau en tout cas à nous vendre, Tom? Allez, on va essayer de faire vite. On va commencer par forcément l'inévitable Vendée Globe. Après avoir passé le Cap Finistéré au nord-ouest de l'Espagne, les skippers vont continuer à descendre l'Atlantique. Le plus grand passage va être celui des îles du Cap-Vert. C'est une zone très stratégique pour choisir la meilleure route pour éviter le poteau noir. Le poteau noir est une zone très instable avec des vents variables. Les coureurs devraient y arriver courant début de la semaine prochaine. Ensuite, on va faire un petit retour sur la terre ferme avec un petit passage sur les cours. S'il y a les ATP finales en ce moment qui battent leur plein à Turin, cette semaine, le grand moment va être dimanche, parce qu'à partir de 18h sur Eurosport, il y aura la grande finale de la saison et nous connaîtrons enfin le vainqueur final et celui qui succédera à Novak Djokovic. On a aussi, pour tous les amoureux de sport de mécanique, on a aussi de la MotoGP, puisque c'est la finale de la saison 2024 qui a lieu également ce week-end en Espagne cette fois-ci. C'est à Barcelone que se disputera la course qui va déterminer le champion du monde, et non pas à Valence à cause des tragiques inondations. Et ce sera soit Jorge Martin, soit Francesco Bagnaia qui soulèvera le trophée avant la course. Petit avantage pour l'Espagnol qui a 24 points d'avance sur l'Italien. Ensuite, dans les sports collectifs, on peut évidemment parler de ballon rond avec le retour de la Ligue des Nations avec les 5e et 6e journées qui viennent clôturer la compétition. L'équipe de France accueillera Israël ce jeudi à 20h45 en direct sur TF1. Si les hommes de Didier Deschamps l'emportent, ils auront le droit de disputer une finale pour la première place du groupe ce dimanche contre l'Italie, actuel leader avec un point d'avance. Et en attendant d'affronter les Bleus, la Squadra Azzurra, elle jouera quant à elle contre la Belgique ce jeudi, un match à suivre sur la chaîne L'Équipe. Pour les fans de football européen, il y aura aussi du Danemark-Espagne, de l'Angleterre-Irlande, même si cette affiche aurait été plus sexy avec un ballon ovale, c'est vrai. Ou encore un petit Croatie-Portugal. Enfin, un petit mot aussi sur le football féminin, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, sauf que demain, ce sont les joueuses de l'Olympique Lyonnais, seule représentante française en Ligue des Champions, qui affrontent la belle équipe de l'AS Rome. Les 2 équipes dominent actuellement leur groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Ensuite, en basket, forcément, il y a encore de l'Euroleague. Après Monaco, qui a joué aujourd'hui, c'est au tour du Paris Basketball de disputer son 9e match dans la compétition cette saison. Les Parisiens accueillent demain à 20h dans la bouillonnante Adidas
Adidas Arena les Lituaniens du Žalgiris Kaunas. Ils s'envoleront 2 jours plus tard vers la Catalogne pour défier le leader, le FC Barcelone. De leur côté, les Monégasques joueront le Baskonia Vitoria. Nos 2 clubs français, actuellement 7e et 8e au classement, auront fort à faire pour consolider leur position cette semaine. Et bien sûr, pour les amoureux de basket, il y a de la NBA. Tout un florilège de matchs nous attendent cette semaine et ça commence dans quelques heures. Ensuite, évidemment, on va terminer ce petit tour avec nos Bleus de l'Ovalie. Samedi, le CAS de France continue sa tournée de novembre en accueillant les All Blacks. Le public est d'ailleurs au rendez-vous. Les 80 000 places du Stade de France ont été vendues. C'est un véritable match test pour nos Français face aux vice-champions du monde néo-zélandais, forts de leur victoire face à l'Angleterre et l'Irlande. Et c'est surtout l'occasion pour Antoine Dupont et ses partenaires d'enchaîner une 3e victoire de rang à domicile, une performance accomplie à seulement une seule reprise par le passé, en 1994 et en 1995. Ça va, t'as tenu. C'était speed. T'as tenu. Bon, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci pour ces immanquables. Merci à Alexis, Léo et Noé d'avoir participé à cette émission du Campus Sport Club. Il est minuit et bientôt 5 minutes. On va pouvoir vous laisser avec les musiques de la nuit sur Radio Campus Lille 106,6 FM. J'espère que ça vous a plu, vous ici. La prochaine fois, on fera venir le public. Ouais. Pas dans ce studio-là. On mettra une caméra et tout. On diffusera en direct sur Instagram. On pourrait aussi, bien sûr. Si t'as les moyens, on peut. Voilà. En tout cas, le Campus Sport Club revient, si tout va bien, la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.